Du jour, c'est parti. Amis confinés du jour, bonjour. J'espère qu'on entend correctement ce- la voix. Bienvenue dans ce Facebook Live qui est centré sur l'action individuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et jouer sa part, on va dire, dans l'action collective ou dans l'action que nous devons mettre en œuvre si on veut éviter de finir comme des poulets rôtis. Non, plus exactement, si on veut éviter que le climat ne dérive trop. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, là, comme d'habitude, sur la page, avec un système de classement. Alors, je vais respecter la démocratie dans un premier temps et prendre celles qui ont été, on va dire, plébiscitées. J'imagine qu'elles intéressent un certain nombre de gens. Il y a une première question qui a été posée alors que je vous lis, existe-t-il une étude sérieuse et crédible qui mette en perspective les actions individuelles du quotidien versus les décisions politiques concernant l'action climatique? Alors la réponse est oui. Il se trouve qu'il y a une il y a une étude qui a été faite, alors je ne sais pas si elle est sérieuse, vous me direz en la lisant, mais en tout cas il y a une tentative qui a été faite par Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part. Donc l'étude est disponible sur le site de Carbone 4. Si vous tapez Carbone 4, faire sa part, vous arrivez dessus. Et les auteurs de cette étude ont précisément essayé de quantifier combien est-ce que on pouvait réduire son empreinte carbone par des actions individuelles et qu'est-ce qui restait quelque part à la charge de la collectivité. Alors, j'ai donné quelques exemples. L'empreinte carbone des établissements d'enseignement, où un certain nombre d'entre vous ont traîné leur guêtre quand ils étaient petits, voire en ce moment, et où pour un certain nombre d'entre vous, vos enfants traînent leur guêtre en ce moment, parce qu'ils ont le droit d'y être tournés, manifestement, ce n'est pas une action individuelle qui fait que ces établissements sont moins chauffés, plus isolés, etc., ou évitent d'acheter des tablettes au lieu d'acheter des crayons à papier, ce qui en plus est meilleur pour la mémorisation des élèves, soit dit en passant. Donc là, on est typiquement dans un cas de figure dans lequel ça ne relève pas de l'action individuelle, de même que ça ne relève pas de l'action individuelle que l'armée française utilise des avions qui consomment plus ou moins de kérosène ou qu'on mette des infrastructures de transport comme ceci et comme cela. Donc le principe de cette étude a été de regarder, j'ai envie de dire, à périmètre constant, à état du pays donné, ce qu'on pouvait faire d'utile pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. En gros, ce que conclut ce travail, c'est qu'il y a une moitié de l'empreinte carbone qui relève assez directement de choix que l'on peut faire quand bien même la collectivité décide de ne pas bouger. Alors dans ces choix, il y a sans grande surprise ce qui concerne le régime alimentaire. Il est évident que quand on baisse la fraction de viande rouge qu'on mange et de produits laitiers qui vont avec, ça baisse l'empreinte carbone. Il y a un volet qui concerne le logement, il y a un volet qui concerne les achats et il y a un volet qui concerne les déplacements. Et puis ces actes ont été segmentés en deux sous-ensembles. Il y a ce que vous pouvez faire sans investissement. Alors, typiquement, par exemple, manger moins de viande, c'est quelque chose qui ne demande pas d'investissement. Ça demande la volonté de s'y coller, mais ça ne demande pas d'argent. Et ce que vous pouvez faire avec investissement. Alors, avec investissement, c'est typiquement, vous êtes dans un logement qui est chauffé au combustible fossile, fioul ou gaz, et vous décidez de passer à la pompe à chaleur. Voilà, ça demande un investissement, mais ça relève encore de l'action individuelle au sens où la collectivité n'a pas besoin de se comporter différemment pour que vous puissiez faire ce geste qui va permettre la baisse des émissions. L'autre moitié, alors tout ça évidemment a un tout petit côté arbitraire, parce que il y a une partie des émissions qui concerne les achats, le degré de gain qu'il faut avoir sur les émissions liées à la production de vos lunettes, de vos chemises ou de vos chaises, c'est aussi fonction de la quantité de lunettes, de chemises et de chaises que vous avez envie d'utiliser. Bien évidemment, l'efficacité technique, elle ne fait que refléter la partie qu'on ne souhaite pas prendre sur la sobriété. Si on n'achète plus rien, bah, il n'y a pas besoin de faire des efforts sur les émissions industrielles, puisque de toute façon on n'achète plus rien, donc l'empreinte carbone de ces achats est devenue nulle. Donc la question de savoir comment est-ce qu'on fait la part des choses entre l'action individuelle et l'action collective, dépend un petit peu quand même de là où on met la barre, de ce qu'on pourrait appeler le nécessaire ou ce qu'on pourrait appeler les besoins. Sachant que dans ce qu'on appelle aujourd'hui les besoins dans le monde économique, en fait, on peut souvent segmenter ça en deux sous-ensembles qui sont les vrais besoins, typiquement manger, dormir, boire, voilà, communiquer avec ses semblables, pour considérer que ça fait partie des besoins aussi.
Et puis ce qui relève simplement des désirs solvables. Avoir une voiture plus grosse plutôt qu'une plus petite, ou avoir une voiture plutôt qu'un vélo, souvent ça relève du désir solvable, c'est pas vraiment un besoin. Au sens de si on l'a pas, on n'en meurt pas, quoi. Voilà. Eh bien, il y a bien sûr une ligne de partage des eaux un peu floue, hein, encore une fois, entre ce qui relève de la collectivité et ce qui relève de l'action individuelle. Mais en gros, on peut dire qu'on est face à deux morceaux qui sont de taille à peu près équivalente, hein. Donc, pour diviser par 4, ou par 5 l'empreinte carbone d'un Français, en gros, les individus devront faire la moitié du chemin et la collectivité devra faire l'autre moitié. C'est ça qu'on a dit dans ce travail-là. Alors, est-ce que c'est suffisamment sérieux? Je ne sais pas. On verra. Est-ce que c'est une tentative sérieuse? Ça, on peut considérer quand même que oui. Alors après, il y avait un complément à cette question qui est comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses, si je comprends à peu près la façon dont ça a été posé, entre les choses qui sont vraiment des décisions collectives majeures et des décisions anecdotiques. Individuelles anecdotiques. Alors il est évident que le recyclage des tasses à café, hein, ou les tasses à café pas jetables, enfin, etc., qui étaient des gestes sur lesquels il y a des sociétés qui ont beaucoup communiqué quand on était au début, préhistoire de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça peut paraître comme étant des gestes, et c'est des gestes totalement anecdotiques, qui n'avaient pour seule justification que de préparer le moment où on en ferait des plus significatifs. Alors j'ai toujours été très perplexe face à cette explication. Pas perplexe au sens où je dis c'est pas vrai, mais perplexe au sens où je n'ai jamais réussi à bien savoir si, au fond, les petits gestes préparent les gros, ou si les petits gestes servent d'excuse absolutoire pour ne pas faire les gros. Vous vous rappellerez peut-être de ce sketch qui avait eu lieu avec les personnages de Groland. Euh, enfin, dans le cadre de Groland, plus exactement. Il y a, je sais pas, 5 ou 10 ans, Canal+ qui avait diffusé ça, où on voyait Monsieur Crado et Monsieur Écolo. Alors, toute la semaine, Monsieur Crado faisait des tas de trucs vachement bien. Il avait une voiture électrique, etc. Et puis à la fin de la semaine, il disait: ah, quand même, là, j'ai bien mérité, donc je vais aller jouer au golf au Maroc, en avion. Bon. Eh bien, il y a un petit côté qui est lié à ça dans les petits gestes, c'est-à-dire que on ne sait pas si au fond, encore une fois, ils sont faits par des gens qui par ailleurs font aussi des gros gestes et enfin, font des grosses pollutions, on va dire. Et ça sert de geste absolutoire, ou bien si ça prépare les gros gestes. Il y a une étude de l'ADEME qui avait fait il y a une dizaine d'années un travail qui était très intéressant, dont je me demande même si je ne l'avais pas traduit sur mon site perso dans une de ces innombrables pages dont je ne me souviens plus, où ils avaient posé aux gens qu'ils avaient interrogés un certain nombre de questions sur des petits gestes. Est-ce que vous triez vos ordures? Est-ce que vous éteignez la lumière quand vous sortez d'une pièce, etc. Et puis les coquins leur avaient demandé également comment est-ce que vous allez au travail? Est-ce que vous avez une grande ou un petit logement, etc. Et en fait, il s'avérait que les gens qui faisaient le plus de petits gestes étaient aussi ceux qui avaient la plus grosse empreinte carbone. Donc, il y a un vrai débat sur la question de est-ce que les petits gestes préparent les gros, encore une fois, ou est-ce que ça sert à se donner bonne conscience quand on a un gros impact sur la planète, par exemple qu'on prend beaucoup l'avion, et qu'on n'a pas du tout l'intention de changer sur ce terrain-là. Voilà. Donc, la question posée sur est-ce que ça vaut le coup de donner de la lumière à des actions anecdotiques ou anodines? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce dont je suis absolument persuadé, c'est que quand on le fait, il serait honnête de rappeler que c'est des toutes petites actions et que, à tout le moins, ça sert au mieux d'apéritif et sûrement pas de plat de résistance. Voilà. Bon, après, encore une fois, les gens qui diffusent cette information parfois sont eux-mêmes dans la même schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils ont la même difficulté à ne pas faire les gestes qui ont vraiment de l'importance. Alors après, une autre question qui est celle de la sensibilisation des proches aux problèmes. Voilà, une des actions individuelles ayant le plus d'impact environnemental est de sensibiliser ses proches aux problèmes.
Et c'est très dur de le faire. Alors d'abord, j'ai une objection. En ce moment, une des actions qui a le plus d'impact environnemental est de diffuser un nouveau virus dans l'environnement. Là, je peux vous dire que... Non, pardon, c'est une mauvaise blague. Donc, sensibiliser ses proches au problème, c'est effectivement quelque chose qui est difficile. Pourquoi? Parce que tous autant que nous sommes, et c'est aussi la raison pour laquelle les vieux comme moi ont plus de mal à abandonner leurs sales habitudes que les jeunes qui ne les ont pas encore prises, c'est qu'un truc dont on a horreur, tout autant qu'on est, c'est d'abandonner nos rentes. Abandonner ses rentes, c'est un des trucs que les gens ont le plus de mal à faire. C'est aussi pour ça que vous n'arrivez pas à convaincre un climato-sceptique. Un climato-sceptique, en général, est quelqu'un qui ne supporte pas d'abandonner sa rente, que ce soit une rente économique, une rente de réputation, une rente de croyance, enfin voilà, c'est une situation installée qu'on n'a pas envie d'abandonner. Eh bien, on est au fond tous pareils. Et donc, quand on nous dit ah, c'était vachement bien l'avion, mais maintenant tu vas devoir faire 100, c'était vachement bien d'être chauffé, mais maintenant tu vas devoir faire 100, et c'était vachement bien d'acheter tout ce qui te passait par la tête au solde, maintenant tu vas devoir faire 100, c'est évident que ça vient heurter des habitudes et on n'aime pas trop ça. On a du mal. Alors, j'ai pas de martingale face à ça. Il y a pas de solution miracle à mon goût. Il y a quelques éléments de réponse que je peux vous donner. Une des premières raisons que les gens peuvent avoir de ne pas vouloir changer leurs habitudes, c'est qu'en général, on a constitué un cercle de relations qui était en phase avec les habitudes qu'on avait. Par exemple, si vous aimez beaucoup les voyages, il y a des chances que vous fréquentiez d'autres personnes qui aiment beaucoup les voyages, et donc quand vous vous réunissez, vous parlez de voyages, etc. Si vous décidez de ne plus prendre l'avion et de ne plus faire ces voyages, à ce moment, non seulement vous renoncez à l'avion, mais vous renoncez également au cercle social qui allait avec la discussion qui va avec l'avion, c'est-à-dire celle des voyages. C'est exactement pareil en ce qui concerne les achats. Si vous aviez l'habitude d'acheter le moindre gadget électronique qui vous passait sous le nez, à nouveau, la probabilité n'est pas complètement nulle que vous ayez fréquenté du coup des gens avec qui vous partagiez l'envie d'expliquer que ah, vous aviez un nouveau machin qui fait ceci, cela, et que c'est vachement bien, et que le nouveau modèle d'ordinateur ou le nouveau modèle de smartphone, il arrive à prendre des photos comme ceci, hein, etc. Et donc, si vous n'êtes plus dans cette démarche-là au niveau consommation, vous vous privez aussi de l'interaction sociale qui va avec. Et donc, plus largement, il me semble que les gens qui décident de changer de mode de vie, ils doivent aussi, et c'est une des difficultés évidentes, accepter que la nature des relations qu'ils entretiennent avec les autres change aussi, parce que c'est compliqué de continuer à fréquenter des gens qui font et disent l'inverse de ce que vous considérez après coup comme étant devenu le bon exemple à suivre ou les bonnes choses à dire. Donc, l'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de changer ses habitudes, c'est parce qu'en fait, on abandonne quelque part une communauté et on n'en a pas encore trouvé une autre. Et s'intégrer dans une communauté est quelque chose qui est important pour l'espèce humaine. Du reste, en ce moment, et d'une façon tragique, on le voit dans d'autres cas de figure. Donc, on a tous besoin d'un peu de communautarisme, d'être dans une communauté, dans un endroit où on partage des choses. Donc, une des solutions au changement, c'est d'arriver à créer chez les gens qu'on essaye de faire changer l'envie de rejoindre une communauté où ils vont y trouver un avantage. Alors, je ne sais pas, moi, ça peut être... et à ce moment, pardon, et à ce moment, la question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre deviendra juste le coproduit ou le sous-produit d'une démarche qui aura un autre avantage par ailleurs. Notamment le fait de permettre des interactions sociales qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, c'est une première réflexion que je peux donner sur le sujet. Et du reste, le fait de voir de la sobriété comme étant quelque chose à la mode participe typiquement de ce comportement, parce que être à la mode, c'est s'identifier à une communauté, c'est s'identifier à un collectif, et c'est pour ça que ça peut marcher chez certaines personnes, parce que précisément, ça leur permet de s'intégrer dans une communauté. C'est évidemment beaucoup plus facile pour les jeunes, parce que les jeunes, ils n'ont pas encore de rente à abandonner. Ils sont à un stade où ils ont encore une vie à construire. Ils ont encore... alors, c'est pas vrai complètement chez les ados, s'ils ont été totalement gavés de marques, mais il y a quand même, j'ai envie de dire, une marge de manœuvre qui existe de manière plus forte. On peut aussi, quand on est jeune, et c'est une autre question qui a été posée, j'y reviendrai après, mettre son activité professionnelle
en accord avec ses valeurs personnelles. C'est plus dur une fois qu'on a une activité professionnelle qui est frontalement antagoniste avec la baisse des émissions et on s'en rend compte, d'adhérer à un discours de cette nature. Donc si vous êtes pilote de ligne ou que vous opérez dans une centrale à charbon, c'est plus difficile que si vous êtes réparateur de vélo, de basculer entre guillemets du bon côté de la force. Donc voilà, quand on se demande pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas, entre guillemets, il faut bien penser à ça, il faut bien penser au fait que nous avons besoin de confort affectif et moral, et qu'il faut regarder dans quelle mesure ce confort affectif et moral et cette capacité à s'intégrer dans une communauté, combien c'est attaqué et combien on peut le restaurer quand on se met à changer de comportement. C'est toujours beaucoup plus facile quand les gens font ça à plusieurs. C'est absolument évident. Alors, après, il y a une question sur le parachute. Vu qu'on fonce dans le mur en klaxonnant, comment se préparer individuellement au choc qui nous attend? Alors là, je vais vous faire un petit coup de Pablo Servigne. Il faut s'y préparer collectivement. En fait, ça renvoie à la question précédente. Se préparer individuellement, personnellement, j'y crois pas trop. Je ne suis pas totalement convaincu par le comportement survivaliste du cow-boy américain, où on va s'enterrer au fin fond du désert avec des boîtes de conserve pour 50 ans, des graines de tout ce qui pousse, un fusil, 50 000 cartouches, voilà, je crois qu'à moitié. Je crois plutôt que la bonne façon d'être comment dire, d'être résilient, c'est d'avoir le plus possible une valeur pour les autres. Parce qu'à ce moment-là, les autres vous veulent du bien, les autres participent à vous préserver. Si vous êtes seul contre tous, il faut quand même être vraiment très 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 fort pour arriver à survivre dans des conditions sympathiques. C'est quand même beaucoup plus facile quand on s'intègre dans un collectif. Donc en fait, ça renvoie à la question précédente quelque part. Il vaut mieux se préparer collectivement que se préparer individuellement. Et se préparer individuellement, la première des choses à faire, me semble-t-il, est justement de commencer à intégrer une collectivité où on va pouvoir faire des choses ensemble. Alors, faire des choses ensemble, ça veut dire en particulier se mettre dans un réseau dans lequel comment dire, chacun peut amener quelque chose à un groupe plus large qui lui, sera nécessairement mieux préparé face à ce qui nous attend. Alors, il y a des gens qui s'organisent en village, par exemple, avec des logements qui sont faiblement consommateurs, une zone agricole pas loin, opérée par eux ou pas opérée par eux, qui leur permet de se nourrir, etc. Ça, c'est déjà quelque chose qui, pour moi, fait beaucoup plus sens qu'une action purement individuelle. Maintenant, il est probable qu'il restera aussi des gens en ville pendant au moins un certain temps. Là, alors, il faut toujours réfléchir de manière contextualisée dans ce genre de situation. Donc, il n'y a pas une martingale qui s'applique à tous. Ce qui est sûr, c'est que plus on est mentalement... En fait, une bonne partie de la préparation, quand on est en ville, elle est mentale. C'est-à-dire être moins surpris que les autres par les choses qui vont... par les surprises, pardon pour la répétition qu'on va avoir. Essayer d'avoir... comment dire essayer d'envisager un avenir qui ne soit pas unique. Souvent, c'est en réfléchissant à la façon dont l'avenir peut se présenter et en comprenant que l'éventail des possibles est ouvert, qu'on se prépare efficacement. À ce moment-là, on se dit, ah bah tiens, ici il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Ici il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Ici il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Prendre un exemple totalement idiot. Lors des 2 dernières canicules qu'il y a eu à Paris, il y a des gens qui ne pouvaient pas rester dans l'appartement qui était sous les combles parce qu'ils ne pouvaient pas dormir dedans. Bon, ben, vous voyez, on peut considérer que ça fait partie de la préparation à ce qui va arriver, soit de déménager, soit d'isoler son logement contre le chaud. Du reste, il y a une question qui a été posée contre ça, soit de demander au propriétaire de le faire. Enfin bon, bref. Donc ça peut faire partie de la préparation. On n'est pas nécessairement dans la survie individuelle face à un monde hostile et des hordes de barbares qui déferlent. Voilà, donc la préparation, elle va à la fois avec le fait de bien essayer de comprendre ce qui pourrait se passer, envisager des futurs qui sont très discriminés, finalement faire pour soi comme on peut faire quand on fait un travail dans une entreprise, puis et surtout essayer de se mettre en réseau. En général, c'est ça, quand on voit les situations difficiles,
les gens qui s'en sortent bien sont toujours des gens qui étaient dans une situation dans laquelle ils étaient insérés dans un réseau. Voilà, donc la première des choses à faire est probablement celle-là. Alors après, une question beaucoup plus. Alors, je prends une question à la volée. Mes camarades me disent, je ne me sens pas concerné par le changement climatique lorsque le sujet arrive sur leur table. La seule chose qu'on peut essayer de faire en pareil cas, c'est de leur dire, écoute, va regarder d'un peu près en quoi ça consiste et dis-moi ensuite si tu n'es toujours pas concerné. Alors, si vous êtes un peu taquin, vous pouvez leur dire, même pas chiche de faire, même pas cap de faire ça. C'est comme dans le film, la cap, pas cap. T'es même pas capable de passer 10 heures à regarder pour me dire ensuite ce que tu auras compris. Voilà, vous verrez bien. Voilà, mais je redis, c'est pas toujours très simple. Si vous essayez de le prendre sous forme de jeu, des fois ça marche un peu mieux. Donc une question sur qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans notre empreinte carbone. Alors en gros, notre empreinte carbone, c'est comme un bon gâteau, sauf que c'est un mauvais gâteau. C'est un 4 quarts, en gros. Un quart des émissions, c'est l'alimentation. Un quart des émissions, c'est les achats. Un quart des émissions, c'est les déplacements. Et un quart des émissions, c'est pour une bonne part le logement et pour une petite part les services publics. Voilà, alors je reprends dans l'ordre. Un quart, c'est l'alimentation. Alors, ce n'est pas exactement des quarts, mais bon. C'est l'alimentation. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des gaz à effet de serre dans l'alimentation? Parce que les champs sont cultivés aujourd'hui avec des engrais azotés. Fabriquer ces engrais, ça conduit à émettre du CO2. Les engrais azotés sont fabriqués avec du gaz. On commence par craquer des molécules de méthane avec de l'eau pour faire de l'hydrogène. Cet hydrogène, on l'associe à de l'azote de l'air pour faire de l'ammoniac. Et cet ammoniac sert de constituant de base pour faire les engrais azotés. Un petit morceau, c'est le diesel des tracteurs. Et enfin, quand on épand les engrais, un petit morceau aussi, c'est les phytosanitaires. Alors, phytosanitaires, c'est très toxique, mais ça ne fait pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'on n'en utilise pas des grandes quantités par rapport aux engrais. Et enfin, les engrais, pour vous donner un ordre de grandeur, les phytosanitaires, et c'est évidemment beaucoup trop, on en épand en France chaque année entre 50 et 100 000 tonnes. Les engrais, on en utilise plutôt 10 fois plus. C'est plusieurs millions de tonnes. Quand ces engrais azotés, on les épand sur le sol, ça engendre des émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre, et qui bien évidemment rentre du coup dans le bilan carbone des cultures. Après, une bonne partie de ce qu'on mange, ça va consister en des animaux qui ont ruminé, donc les bœufs, les veaux, les vaches, et non pas les cochons comme notre Perrette et le Potolet, qui ne ruminent pas. Donc les veaux, les vaches et les bœufs, les moutons, les chèvres, et les mouflons quand on en attrape, m'a dit je ne sais plus qui, tout ça, ça rumine, et donc la rumination, ça émet du méthane, parce que la rumination consiste à avoir de la fermentation de constituants végétaux dans les estomacs des ruminants, parce que les ruminants ont 4 estomacs, et ça émet du méthane qui compte également pour une partie très significative de l'empreinte carbone de l'alimentation. Enfin, il faut rajouter à ça la fabrication des emballages, les transports intermédiaires, l'énergie des industries agroalimentaires, l'énergie de réfrigération dans les grandes surfaces, enfin bon bref. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, vous avez un bon quart de notre empreinte carbone qui vient de ce qu'on mange. Et là-dedans, je n'ai pas compté la déforestation qui a lieu dans le monde et qui, pour l'essentiel, est liée également à la nécessité d'obtenir de nouvelles surfaces alimentaires pour une population, enfin de nouvelles surfaces agricoles, pardon, pour une population qui d'une part est en croissance et d'autre part augmente la quantité de viande qu'elle mange par personne, parce que c'est ça actuellement la tendance mondiale. Si je rajoute la déforestation, au niveau mondial, on est au-delà du quart, on est au-delà du tiers même. Après, le deuxième quart pour les Français, c'est ce qu'on achète. Alors, ce qu'on achète, c'est tout. Les chemises, les tables, comme je le disais tout à l'heure, les canapés, l'informatique, les télés, le papier cul, les shampoings, enfin voilà, absolument tout ce que vous achetez, les rasoirs, enfin tout ce qui ne se mange pas. Voilà. Alors ces achats, à nouveau, leur empreinte carbone vient du fait que les industries. Ah pardon, je reviens à faire sa part. Dans l'alimentation, vous avez donc une marge de manœuvre importante qui est de manger moins de viande et en particulier moins de viande rouge. Il y a un petit bémol à ça, c'est que si on le fait sans contrepartie pour les éleveurs meurent. Donc si vous mangez plus de viande rouge, il n'y a plus d'éleveurs. Alors il se trouve que les éleveurs aujourd'hui, c'est les paysans qui ont la situation la plus économique, la plus difficile, ou parmi la plus, enfin une situation difficile, c'est parmi les agriculteurs qui se suicident le plus. Et donc il serait souhaitable
que la collectivité accompagne ce mouvement en augmentant le prix payé aux éleveurs contre des chartes de qualité, contre des labels. Donc pour moi, le bon système n'est pas un système dans lequel tout le monde devient végétarien, c'est un système dans lequel on divise la quantité de viande rouge par 2 à 3. Mais dans ce contexte-là, on fournit aux éleveurs les moyens de vivre correctement en augmentant le prix au kilo qu'on leur paye par 4 à 6, de telle sorte qu'ils aient les moyens de faire quelque chose qui soit très correct sur le plan environnemental. Et l'essentiel du cheptel bovin qui disparaîtrait en pareil cas, c'est le cheptel bovin que vous ne voyez pas quand vous êtes dans la campagne, puisque c'est celui qui est dans les grands halls à l'ensilage, dans des stabulations. Pardon, fin de la parenthèse. Donc maintenant, deuxième quart des achats. Alors les achats, là c'est clair que c'est compliqué d'arbitrer ces achats de façon très simple. Il faut avoir des informations un peu fines pour savoir comment on peut procéder. Et du reste, il y a une autre question qui avait été posée qui est est-ce qu'on pourrait avoir un yucca du carbone, exactement comme on a un yucca de l'alimentation, et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir sur chaque produit le contenu carbone de sa fabrication. Alors j'y reviendrai après, la réponse est en théorie oui, en pratique ça ne va pas être simple. Mais donc vous avez un certain nombre d'actions qui sont possibles sur les achats. La première c'est de renoncer à un achat, la deuxième c'est si vraiment vous n'avez pas envie de renoncer, vous pouvez quand même essayer de discriminer. Alors il y a des domaines dans lesquels c'est pas compliqué, par exemple sur tout ce qui est électronique de loisirs, télé, ordinateur, etc. Première règle, en acheter le moins souvent possible. Et deuxième règle, quand vous les achetez, achetez-les les plus petits, entre guillemets, les plus petits possibles. Donc achetez les smartphones avec le moins de mémoire possible, les télés avec la plus petite diagonale d'écran possible, ouais, parce qu'en gros, les émissions de fabrication sont proportionnelles à la taille de l'objet et à ses performances. Et un ordinateur, c'est pareil, essayez de l'acheter pas trop gros, et donc pas avec une trop grande diagonale d'écran et pas avec trop de mémoire, parce que c'est ça qui en gros conduit à des émissions importantes. Sur les autres achats, c'est pareil, essayez de repriser les vêtements plutôt que de les racheter, ou acheter de l'occasion plutôt que d'acheter du neuf. Enfin voilà, toutes ces marges de manœuvre sont liées au fait que quand on achète, eh bien, on fait vivre, mais c'est aussi le sujet, l'industrie qui est à l'amont et qui a engendré des émissions de gaz à effet de serre avec la métallurgie, la chimie primaire, puis les assemblages derrière, les transports intermédiaires, etc. Donc ça, un quart. Après, un troisième quart, c'est les déplacements. Alors, dans les déplacements, vous avez en gros 20% pour les déplacements individuels sont liés à l'avion. 20% de l'empreinte carbone des déplacements, c'est l'avion. Et 80% de l'empreinte carbone, c'est la voiture. Alors, l'avion est cependant très mal réparti par couche sociale. Vous avez, alors l'étude a été faite en Grande-Bretagne, en France je ne sais pas ce que ça donne, mais en Grande-Bretagne, 50% des vols en avion sont faits de mémoire par 10% de la population. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ne prennent quasiment jamais l'avion, et il y a une petite fraction de la population qui prend très souvent l'avion. Ces gens-là sont difficiles à convaincre, ça c'est très clair. Si vous en connaissez dans votre entourage, leur expliquer droit dans les yeux que ce qu'ils font, c'est pas bien, que ça tue les coraux, que ça fait cramer les forêts et que ça va provoquer des migrations. Bon courage, j'ai jamais eu beaucoup de succès quand j'ai essayé de me lancer dans ce genre de croisade. Mais clairement, sur les déplacements, donc 80% la voiture, 20% l'avion. Sur la voiture, toujours pour vous assommer de chiffres, en gros, 2 tiers c'est de la mobilité du quotidien, donc c'est des déplacements raisonnablement courts pour aller au travail, 1 tiers, et pour tout le reste, les courses, les enfants, aller voir les amis, aller au cinéma quand les cinémas sont ouverts, etc. Donc en gros 3 tiers, 1 tiers domicile-travail, 1 tiers mobilité longue, qui est surtout de la mobilité de loisirs, et 1 tiers de la mobilité courte, domicile-travail. Donc ça c'est pour la voiture, et comme je le disais, l'avion. Alors l'avion, ma foi, là on est clairement dans le renoncement pur et simple. C'est clair que de ne pas prendre l'avion, c'est renoncer à aller en Argentine, aux États-Unis, ou alors vous prenez un cargo une fois dans votre vie. Mon père, je suis raisonnablement vieux maintenant, mon père qui était donc encore plus vieux, quand il était postdoc, il est allé aux États-Unis en bateau. Donc une époque pas si lointaine que ça finalement, où même pour aller dans des contrées lointaines, on ne prenait pas l'avion. Et puis si vous avez très envie d'aller au Japon, vous prenez le transsibérien et donc vous y allez pour 6 mois avec un mois de train aller et retour. Enfin 15 jours à l'aller, 15 jours au retour.
Mais sinon, c'est clair que de ne pas prendre l'avion, c'est une forme de renoncement. Par contre, pour les déplacements de loisirs, on peut arriver à s'organiser sans voiture. Voilà. C'est pas nécessairement plus cher du reste, parce que si vous n'avez pas de voiture pendant l'année et que vous prenez le train pour partir en vacances, il faut faire le calcul sur l'année. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus cher. Et puis dans les déplacements du quotidien, là, les règles sont assez simples. C'est avoir la plus petite voiture possible, l'avoir électrique. Ne pas avoir de voiture, c'est encore mieux. Et donc le remplacer par un vélo électrique ou un vélo tout court, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Bien évidemment, les transports en commun sont également des bonnes solutions en ce qui concerne la baisse de l'empreinte carbone. Enfin, le dernier quart, c'est le logement. Le logement plus les services publics. Alors les services publics, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est 10% de notre empreinte carbone hein, en France. Là-dedans, vous avez essentiellement l'hôpital, l'enseignement, l'armée. Donc c'est trois postes qui sont fortement consommateurs d'énergie. L'hôpital, parce que c'est une grosse machine industrielle aujourd'hui, un hôpital, hein, c'est un gros bâtiment chauffé, mais surtout aussi qui consomme énormément de produits industriels, des médicaments, des compresses, des seringues, des scalpels, des scanners, des IRM, des chariots pour trimballer les malades, etc. Des respirateurs artificiels en ce moment, bref. Donc c'est une grosse usine, un hôpital, donc c'est une grosse empreinte carbone. Le deuxième poste important, c'est l'armée, parce que l'armée utilise des gros navires et des gros avions, enfin des avions pas si gros, mais qui consomment beaucoup de kérosène. Et enfin, le troisième poste, c'est l'enseignement, parce que l'enseignement possède le premier parc foncier, enfin le premier parc bâti en France. Et donc, vous avez énormément d'écoles, de collèges, de lycées et d'enseignement et d'universités qui sont chauffées. Et donc, ça vous fait aussi une petite partie de l'empreinte carbone du pays. Dans le logement, bien évidemment, c'est le chauffage au gaz et au fioul qui est la cause de l'empreinte carbone du logement, ainsi que la construction neuve, parce que la construction neuve utilise du ciment et de l'acier. Et donc, quand on construit des logements, eh bien, en gros, il faut compter 300 à 400 kg, enfin 200 à 400 kg, allez, on va dire, de CO2 par mètre carré construit. Donc, si on construit une maison de 100 mètres carrés, ben, vous voyez, ça fait 20 à 40 tonnes si vous la construisez en structure standard acier-béton. C'est évidemment beaucoup plus faible si vous la construisez en chanvre, paille, enfin voilà, il y a tout un tas d'autres techniques. Et si vous utilisez des pierres, ça va vous coûter beaucoup plus cher, parce que le maçon va y passer beaucoup plus de temps, mais ça fera une plus petite empreinte carbone. Voilà, donc l'essentiel de l'empreinte carbone du logement, c'est le fait de se chauffer, gaz et fioul. Alors, on met souvent en avant dans ce pays le chauffage électrique comme étant l'exemple parfait de la gabegie, etc. Mais je rappelle quand même qu'il y a en quantité totale d'énergie 4 fois plus d'énergie sous forme de gaz et de fioul utilisée dans ce pays pour le chauffage que sous forme d'électricité. Donc le premier mode de chauffage en France, il est fossile de très loin. Et là, il y a une mesure pas très compliquée, mais qui demande un investissement, qui est de décarboner le vecteur de chauffage en passant soit au bois, soit à la pompe à chaleur, soit au réseau de chaleur, si le réseau de chaleur est alimenté au bois. Alors il faut que le bois, évidemment, soit renouvelable, ce qui veut dire qu'il faut qu'il vienne de forêts dans lesquelles ça pousse aussi vite qu'on le coupe. Ce qui va devenir un sujet avec le changement climatique, parce que le changement climatique va obérer la croissance des forêts, ça a déjà commencé, et malheureusement, ça n'est que le début. Donc voilà, ça a été une réponse un peu longue, mais du coup j'en ai profité pour donner quelques éléments de visibilité. Alors il se trouve que c'est exactement sur ce principe de l'empreinte carbone qu'est fait un calculateur qui s'appelle MyCO2, qui a été, tout petit peu de pub, qui a été mis en ligne, qui a été annoncé plus exactement par Carbone 4 il y a quelques temps. Alors, de précision, ce calculateur, en fait, il sera proposé en mode gratuit pour les particuliers. Donc, on va avoir un mode un peu communiste de financement de cette initiative, c'est-à-dire que les utilisations en entreprise seront payantes et les utilisations pour les particuliers seront gratuites, en gros. Hein. Voilà, donc comme ça nous permet d'avoir un système à double détente qui permettra à chacun d'aller regarder. Par contre, la manière dont cet outil a été conçu, c'est qu'on n'a pas souhaité le mettre en libre accès sans accompagnement. Donc on va le diffuser avec quelque chose qui ressemble à des réunions Tupperware, un peu sur le modèle de la fresque du climat quelque part, c'est-à-dire avec un système viral. Donc les premières prises en main de cette démarche seront nécessairement dans le cadre de conférences animées par des gens qui connaissent un peu.
histoire qu'on ne soit pas seul face à son écran, avec l'envie d'abandonner, l'envie de se demander ce qu'on peut faire, etc. Et donc on rentre tout de suite dans un dialogue qui permet d'aller de l'avant. Donc cet outil, il y a une page sur le site de Carbone 4 qui s'appelle MyCO2, où vous pouvez aller et on peut, s'il reste de la place, s'inscrire pour les premières versions gratuites. Et puis il y en aura d'autres, bien évidemment. Alors cet outil est basé justement sur le principe de l'empreinte carbone que je viens de vous décrire, avec un système qui est dépliable. C'est-à-dire qu'en fonction du temps dont vous disposez, vous avez des grandes masses où vous pouvez aller chercher plus précisément dans un certain nombre de sous-ensembles. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être enterré ou incinéré? Bon, il vaut mieux pas mourir, non? Bon. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. J'ai pas fait le calcul. Donc, je ne sais pas s'il vaut mieux être enterré ou incinéré. Par contre, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'avant d'en arriver là, il faut essayer de faire des choses utiles. Maintenant, on va parler de pognon. Est-ce que l'argent placé à la banque est émetteur de carbone? Et comment décarboner son épargne? Eh bien, la réponse est oui, c'est émetteur de carbone. Alors, pourquoi est-ce que c'est émetteur de carbone? Vous avez peut-être vu passer cette étude qui a été publiée par Oxfam il n'y a pas très longtemps sur l'empreinte carbone des banques. Et du reste, cette étude d'Oxfam a été faite en utilisant des données qui ont été fournies par Carbon for Finance. Donc, je trouve ça très bien qu'on travaille à la fois avec un bord et avec l'autre. En gros, le raisonnement est le suivant. L'empreinte carbone d'une banque, c'est les émissions directes des secteurs. Ce n'est pas une définition absolue, c'est la façon dont à Carbone 4 on a géré le problème. L'empreinte carbone d'une banque, c'est les émissions directes des secteurs qui sont financés par la banque. Alors un secteur est financé par la banque si la banque y détient des actions. Vous savez que beaucoup de banques ont des actions qu'elles détiennent pour compte propre. Ça veut dire que c'est des actions qu'elles possèdent, soit au travers de leur filiale d'asset management, soit au travers de leur filiale d'assurance, parce que beaucoup de banques ont des filiales qui font de l'assurance, soit dans le cadre d'opérations autres, etc. Donc, à partir du moment où elles détiennent des actions, où elles détiennent des obligations, c'est-à-dire de la dette émise par les entreprises qu'on peut acheter sur les marchés, ou à partir du moment où elles leur font crédit, comme aux particuliers, hein, eh bien, la façon dont on a considéré à Carbone 4 qu'on allait comptabiliser une contrepartie en termes d'émissions, c'est qu'on comptabilise les émissions directes du secteur qu'on finance. Donc, si vous êtes dans une centrale à charbon ou une compagnie aérienne, c'est des émissions importantes. Si vous êtes dans une compagnie informatique, évidemment, c'est des émissions qui sont beaucoup plus faibles parce que les émissions directes de Capgemini sont ridicules. Et bien évidemment, dans une société comme ça, ce qui compte, c'est les émissions indirectes qui sont beaucoup plus importantes. Mais bon, c'est la convention qu'on a prise. Donc, une banque, elle est investie dans la totalité de l'économie parce qu'elle prête à peu près à tout le monde. Quelle que soit l'activité que vous avez là en face, si vous demain matin vous allez dans une agence bancaire ou si vous allez voir un senior banker, si vous êtes une grosse entreprise, vous aurez un crédit. Donc, il y a très peu de banques qui vont dire non, ça vraiment. Si vous faites des mines antipersonnelles et si vous faites des centrales à charbon. Mais sauf que les mines antipersonnelles, c'est tout petit dans l'économie, heureusement. Et les centrales à charbon en Occident, il n'y a plus personne qui en fait, ou à peu près plus personne qui en fait. Donc les motifs d'exclusion restent très très faibles. Alors une fois qu'on a calculé l'empreinte carbone de la banque, la question c'est comment ça se relie aux particuliers. Alors c'est très simple, la banque, pour être capable de faire des prêts, elle a besoin de ce qu'on appelle des ressources. Ces ressources, c'est tout l'argent qu'elle peut récolter et qu'elle va pouvoir utiliser soit pour faire des prêts, soit pour acheter des obligations et des actions. Et alors cet argent, ces ressources, là-dedans, il y a notamment les dépôts des particuliers. Alors il y a un point important, il ne faut pas confondre ça avec ses fonds propres. Les fonds propres d'une banque définissent la quantité d'engagement qu'une banque est capable de faire. C'est un ratio multiplicatif, ou exactement c'est un ratio diviseur de l'argent vraiment possédé par la banque et de la quantité de prêts et d'engagement au sens propre, des positions qu'elle peut prendre sur des marchés de matières premières, etc., qu'on l'autorise à prendre. Les ressources, c'est tous les gens qui lui ont confié quelque chose. Alors là-dedans, vous avez notamment les dépôts sur les comptes courants. Donc si vous avez un dépôt sur un compte courant dans une banque, vous contribuez de fait aux ressources de la banque
Et ces ressources vont permettre à la banque d'aller financer de l'économie en face et donc de financer des émissions. Et donc la façon dont on a raisonné, et c'est comme ça que Oxfam a utilisé nos données, la façon dont on a raisonné, c'est qu'on a dit, ben voilà, la personne qui a de l'argent dans une banque, on lui impute au prorata de ses dépôts sur l'ensemble des ressources de la banque, les émissions de la banque. D'accord? Donc, si la banque a un total de bilan de 2000 milliards et qu'elle émet, je vais dire n'importe quoi, 200 millions, et que tout ça correspond à 200 millions de tonnes de CO2, ben si en face vous avez 1 milliard, vous êtes très riche, vous avez 1 milliard de dépôts, eh bien vous allez récupérer 1 millième de 200 millions de tonnes, donc vous allez récupérer 200 000 tonnes au titre de votre empreinte carbone. Voilà, c'est comme ça qu'on a raisonné. Alors évidemment, comme l'empreinte carbone de la banque, elle est importante, parce que la banque finance, les banques ont des bilans très importants. BNP Paribas, par exemple, a un total de bilan qui est de l'ordre de 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu moins que le PIB français. Alors évidemment, ça c'est un stock, le bilan de BNP, PIB est un flux. Hein. Bon, enfin, vous voyez quand même qu'on parle de gros chiffres. Et bien du coup, il y a beaucoup d'émissions associées. Alors de l'autre côté, si vous avez juste un peu d'argent, ça vous fait un peu d'émissions, mais c'est quand même quelque chose qui compte. Donc, dans les marges de manœuvre individuelles, il est évident que la façon d'allouer son épargne est quelque chose qui va compter de plus en plus. Alors, toujours dans les initiatives dont je peux vous parler, toujours la même société capitalistique, Carbon for Finance, il n'y a pas longtemps, conclu, enfin, est devenu partenaire d'une société qui s'appelle Lita et qui est en train de mettre sur le marché, si ça n'est pas déjà fait à l'instant, une application donc qui utilise aussi nos données et qui vous permet de connaître pour 3500 fonds de placement ou 3200, je ne sais plus, fonds de placement qui vous sont proposés quand vous avez de l'argent à épargner. Donc vous savez, vous allez chez votre banquier ou vous allez chez votre assureur, puis il vous dit tiens, je pourrais vous proposer tel SICAV, tel machin, tel etc. C'est ce qu'on appelle des fonds communs de placement, ces trucs-là. Enfin, des fois, c'est des OPCVM, mais enfin, peu importe. Eh bien, l'ITA a reconstitué les entreprises dont on détient des obligations et des actions quand on investit dans ce genre de choses, et les États dans lesquels on détient des obligations, parce que les actions c'est compliqué, quand on investit dans ce genre de choses. Donc pour chacun des 3500 fonds, ils ont reconstitué qu'est-ce qu'il y avait derrière en termes d'actions et d'obligations. Et on applique à ces actions et ces obligations la donnée qui est issue de la base de données de Carbon for Finance et ça vous dit, ben voilà, tel placement, il est plus carboné que tel autre placement, ou il est moins carboné que tel autre placement. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet de jouer avec l'empreinte carbone de son épargne. Après, il y a également des marges de manœuvre qui sont totalement hors marché. Par exemple, vous pouvez décider de mettre votre épargne dans Terre de Liens et à ce moment, vous allez servir, enfin votre épargne va servir à permettre à un agriculteur de s'acheter de la terre. Avec évidemment en général des agriculteurs qui sont bio, etc. Donc voilà, donc il y a plusieurs manières d'arbitrer là-dessus. Vous pouvez aussi décider d'investir dans un morceau de forêt où vous allez séquestrer du carbone si vous y prenez bien. Enfin voilà, voilà donc il y a plein de manières de gérer ça. Donc quand on a la chance, puisque c'est toujours une chance d'avoir de l'argent épargné de côté, eh bien, c'est clair que la décarbonation de l'épargne est un moyen d'action. Et c'est un moyen d'orientation du reste de l'économie, parce que si c'est plus facile d'emprunter quand vous avez une activité qui est compatible avec la baisse des émissions, bien évidemment, ça oriente l'économie. C'est une grande règle. Vous allez contribuer, enfin vous allez faire en sorte que les gens développent plus facilement des choses qui sont pertinentes. Bien évidemment, derrière tout ça, il y a un sujet qui est absolument essentiel, qui est le sujet de la méthode. Parce que là, je n'ai pas arrêté de dire on peut décarboner l'économie, comme si, enfin, ou décarboner l'épargne, comme si la méthode utilisée pour apprécier la décarbonation de son épargne était un truc évident. Je vous dis tout à l'heure, non. Dans la convention qu'on a utilisée pour les banques à Carbone 4, c'est une convention, on pourrait y en avoir une autre. Voilà. On pense que celle-là n'est pas idiote, mais il pourrait y en avoir une autre. Et donc le diable va être dans les détails. Et donc aujourd'hui, à l'inverse, vous avez plein de produits d'épargne qui vous sont proposés, qui sont dits ISR. Quand vous allez regarder un peu dans le détail, ils ne sont pas plus décarbonants que les autres. D'abord parce que l'ISR peut très bien avoir un objectif qui n'a rien à voir avec le climat. Aujourd'hui, dans l'ISR, on considère souvent que les objectifs sont fongibles. C'est-à-dire, si je ne suis pas terrible sur le climat, mais que je suis bon sur les handicapés et l'égalité homme-femme, alors ça va bien, j'ai au total une bonne note. Bah, moi, je considère que non. À partir du moment où vous êtes mauvais sur le climat, de toute façon, on court à notre perte, j'ai envie de dire. Et donc, savoir si vous êtes bon sur le reste devient un peu sans objet. Il faut, c'est pas une option. Il faut être bon sur le climat.
Donc il y a un vrai sujet de méthode et malheureusement il y a un coût d'entrée là-dedans, c'est-à-dire que les gens qui vont vouloir avoir un comportement vertueux entre guillemets sur la façon d'allouer leur épargne, il y a un coût d'entrée là-dedans. Il faudra malheureusement que vous y passiez un peu de temps pour comprendre ce qui va se passer. Il y a un dernier point, tiens j'aurais dû en parler aussi parce que c'est encore un client de C4F, je suis désolé. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser à l'épargne salariale et à la façon de proposer pour l'épargne salariale. Donc vous savez qu'il y a une épargne salariale, notamment au travers de l'investissement, de l'intéressement. Il est tard. Notamment au travers de l'intéressement. L'intéressement aujourd'hui, si vous choisissez de le placer via les supports qui sont proposés par une entreprise, très souvent, ça va être géré, j'ai envie de dire, de façon normale. C'est-à-dire qu'on va vous coller quelque chose qui ressemble en termes de profil de placement à ce que vous avez dans votre assurance vie ordinaire. Eh bien, il y a des gens qui commencent à proposer ou à essayer de proposer des produits qui sont là aussi décarbonés. Donc ça rentre quand même dans cet ensemble ISR, mais décarbonés sur l'épargne salariale. Donc quand vous touchez votre intéressement, vous avez la possibilité de mettre ça dans des produits pour lesquels les gens qui composent les produits considèrent qu'ils ont fait plus attention que les autres au fait que ça soit compatible avec une économie bas carbone. Voilà. Là aussi, ça demande un petit peu de temps pour aller regarder d'à peu près ce qu'il y a dedans et pour vérifier que, enfin pour vérifier, pour accepter plutôt que vérifier que la méthode utilisée vous semble pertinente et qu'elle est bonne et qu'elle est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors après, il y a une question dont je ne me rappelle plus, mais qui était la question de l'emploi. Dit autrement, est-ce qu'une des actions importantes qu'on peut faire également à titre personnel n'est pas de changer de métier? Alors la réponse est bien évidemment que c'est quelque chose d'important si on y arrive. Alors il y a deux manières en fait d'agir individuellement au travers de l'activité, oui c'est ça, deux manières. Il y a une première manière qui est de changer de métier. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Beaucoup de gens se disent, ah ben tiens, j'ai pas envie de rester là où je suis, je voudrais aller ailleurs et faire autre chose. Il y a le choix du premier métier qui peut être orienté également par cette considération. Aujourd'hui, il n'est un mystère pour aucun étudiant normalement qu'il existe une association qui s'appelle le Manifeste, enfin, ou une association, oui, enfin un mouvement, on va dire, qui s'appelle le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui est notamment composé d'étudiants qui déclarent qu'ils ne souhaitent pas aller travailler pour des gens qui traitent le problème climatique et énergétique et environnemental plus largement par-dessus la jambe. C'est pas une majorité, je ne pense pas que ce soit une majorité d'étudiants en France, mais il y a un certain nombre d'endroits où c'est la majorité. Je ne suis pas loin de la majorité. Alors bon, alors après, il faut voir si c'est une déclaration qui a été faite par l'étudiant ou l'étudiante un soir de beuverie et sans conséquence, ou si c'est... mais il y a quelque chose là derrière. Donc on peut choisir son métier, bien évidemment, en essayant de faire en sorte qu'il soit en accord avec ce à quoi on croit. Le problème, il est beaucoup plus une fois qu'on croit à quelque chose et qu'on a envie de changer de métier. Alors c'est facile ou c'est pas facile. Des fois c'est facile, des fois non. Et puis enfin, la troisième chose qu'on peut faire, c'est militer à l'intérieur de son entreprise pour que son entreprise, où on ne change pas de métier, devienne un peu plus sérieuse sur la question. Alors ça aussi, on commence à le voir arriver sous des formes très diverses. Par exemple, au sein d'Orange, il y a eu il n'y a pas longtemps un ensemble de salariés qui se sont manifestés pour dire qu'ils pensaient qu'il n'était pas pertinent de faire le déploiement de la 5G au motif que cette 5G n'avait pas un bilan avantage-inconvénient qui était pertinent. Et notamment, il y avait trop d'inconvénients sur le plan environnemental pour les avantages que ça allait nous procurer. Bon, c'est inutile de vous dire que c'est pas ça qui a ralenti le cours de l'histoire, mais c'est quand même le signe qu'il y a des gens qui peuvent décider d'agir au travers de leur profession, et c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance à l'intérieur de leur entreprise. Ça a aussi de l'importance pour une autre raison, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, quand on commence à vouloir agir, un truc qui est très important, c'est de ne pas être seul, on a besoin d'être dans un collectif, de faire communauté quand on veut passer à l'action. Et au sein d'une entreprise, on est a priori rassemblé avec des gens avec qui on partage déjà une première chose qui est le métier qu'on fait.
Donc si on arrive à partager une deuxième chose qui est une préoccupation écologique, du coup, ça donne du cœur, j'ai envie de dire. Et donc c'est un cadre dans lequel on peut avoir plus facilement envie d'agir que dans son cadre individuel. Non pas que dans le cadre individuel on soit prisonnier de son confort, mais comme je le disais tout à l'heure, on peut être lié à une cellule familiale ou à une cellule sociale qui fait que c'est pas simple de passer à l'action parce que le coût affectif est quelque part supérieur au coût matériel. Alors que dans une entreprise, bah, ça peut éventuellement être, paradoxalement, éventuellement être plus simple. Par ailleurs, dans l'entreprise, il y a des moyens, souvent, pour faire autrement, parce que j'ai envie de dire, on a toujours une petite zone dans l'entreprise où on maîtrise à peu près ce qu'on fait. Elle peut être plus ou moins importante, mais il y en a toujours une. Donc, dans les actions individuelles, il me semble que la façon d'exercer son métier et la façon éventuellement soit d'en changer, soit d'essayer de faire en sorte que l'organisme dans lequel on est change ses pratiques, c'est une action qui n'est pas du tout anodine et qu'il faut aussi avoir en tête de façon permanente, j'ai envie de dire. Changeons totalement de sujet. Pour ceux qui doivent quand même avoir une voiture vu l'endroit où ils vivent, quel est le meilleur choix de motorisation? Est-ce que c'est diesel, essence, gaz, hybride, électrique? Alors il y a une autre question qui peut être rattachée à cela, qui est est-ce qu'il faut nécessairement changer de voiture quand on a une voiture dont on ne se sert pas beaucoup et qui est ancienne? Alors paradoxalement, la réponse à cette deuxième question est pas nécessairement oui. Parce que pour faire une voiture, en gros, il va falloir ramener à la durée de vie de la voiture, émettre entre, allez, on va dire de l'ordre de 30 grammes de CO2 par kilomètre pour une voiture qui n'est pas une grosse voiture. Donc ça veut dire que 30 grammes de CO2 au kilomètre, si vous avez une voiture qui est déjà totalement amortie et dont vous ne vous servez pas beaucoup, bah, ça vaut pas nécessairement le coup. Il faut réfléchir. Si vous en servez 2000 ou 3000 km par an, ça vaut pas nécessairement le coup, en particulier d'acheter une voiture électrique dont l'amortissement au kilomètre va être de 60 ou 70 grammes entre la fabrication de la voiture et la fabrication de la batterie. Voilà, mais il faut vraiment pas beaucoup s'en servir, hein. Et puis il faut être sûr que la voiture que vous allez changer part bien à la casse, parce que si elle part ailleurs, en fait vous allez motoriser quelqu'un d'autre. Le- donc la bonne question, c'est par quoi je la remplace si je suis à la campagne. Bah, la meilleure motorisation possible, c'est l'électrique, hein, très clairement, à la campagne. Et du reste, c'est aujourd'hui le premier segment de vente des OE. Au moment où Renault a commencé à commercialiser ses véhicules électriques, Renault s'était dit que ça allait être une deuxième voiture d'urbain, et en fait, c'est souvent une première voiture, ou une deuxième, mais c'est une voiture principale, j'ai envie de dire, de gens qui habitent en milieu rural, parce qu'ils n'ont pas de problème pour la recharger chez eux, ils n'ont pas de problème pour la recharger à destination, ils font moins, ou de toute façon chez eux, ils font moins de 200 km dans la journée, donc même s'ils ne la rechargent pas à destination, c'est pas très grave. Et ça leur coûte beaucoup moins cher pour des gens qui font 20 ou 30 000 km dans l'année qu'une voiture à essence. Donc, si vous êtes à la campagne, clairement, pour remplacer une voiture à essence ou une voiture à diesel, la meilleure idée, c'est une voiture électrique. Après, si vous êtes à la campagne et que vous avez quand même beaucoup de petits déplacements à faire, en complément de ça, vous pouvez acheter un vélo électrique parce que la batterie d'un vélo est 100 fois plus petite que la batterie d'une voiture, donc les émissions de fabrication sont 100 fois plus petites. Et avec un vélo électrique, on peut faire raisonnablement 10 ou 15 km dans la journée vraiment sans problème, au sens de on souffre pas. Voilà, Moi, je suis très frappé, j'habite en banlieue parisienne, je suis très frappé de voir le nombre de gens qu'on voit aujourd'hui circuler en vélo électrique qui n'ont absolument pas des profils de grands sportifs et dont on se dit que s'il n'y avait pas eu l'électricité sur le vélo, jamais ils se seraient mis à ce mode de déplacement. Alors, malheureusement, entre guillemets, aujourd'hui, une bonne partie de cet essor vient en remplacement des transports en commun, donc qui étaient déjà décarbonés. Mais il y en a une partie qui vient aussi en remplacement de la voiture. Et ça, évidemment, c'est une très bonne chose à faire sur la baisse de l'empreinte carbone et la baisse des émissions. Voilà, donc la réponse, c'est si vraiment vous devez avoir une voiture à la campagne, c'est une voiture électrique sans hésitation. Et si vous avez la possibilité, en plus, de faire une partie des trajets à vélo, c'est parfait. Euh, alors,
Oui, donc il y avait une question sur l'analyse de cycle de vie. Des analyses de cycle de vie sur les batteries, oui, oui, il y en a. Alors détaillées, non, il y en a pas sur le bilan carbone des voitures électriques. Mais avec les grandes masses, vous avez Carbone 4 par exemple a publié un document là-dessus que vous pouvez facilement trouver. Alors, revenons aux achats. Euh, Quid du rétrofit, demande-t-on. Le rétrofit, c'est comme si on faisait une voiture électrique neuve, c'est-à-dire qu'on va vous mettre un moteur électrique et une batterie. Donc ça évite le châssis, ça évite la voiture. Donc j'ai envie de dire, si ça vit aussi longtemps qu'une voiture neuve, sur la partie moteur électrique et batterie, c'est une encore meilleure idée, puisque vous récupérez le châssis. On va passer maintenant au Yuka du carbone. Donc il y a une question qui a été posée sur est-ce qu'il y a une application qui permet de scanner les produits. Alors là, il parle du bilan carbone de chaque produit de consommation. Alors figurez-vous qu'au moment du Grenelle de l'environnement, cette idée avait été émise. Et puis elle s'avère en pratique très difficile à mettre en œuvre et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez un produit qui a un prix, et, par exemple, l'ordinateur que je suis en train d'utiliser en ce moment a un prix. Bon, le pull que je porte sur moi avait un prix quand je l'ai acheté. Ce prix existe parce que tout le long de la chaîne de valeur qui va de l'extraction des matières premières jusqu'au produit que j'ai acheté, il y a une comptabilité qui est tenue, une comptabilité monétaire, qui est tenue par chaque acteur de la chaîne. Donc chaque acteur de la chaîne tient un dispositif complet qui s'appelle une comptabilité monétaire dans laquelle il inventorie la totalité de ce qui rentre et la totalité de ce qui sort de son entreprise et il passe l'information à l'élément suivant de la chaîne de valeur sous forme de prix des produits intermédiaires. Donc par exemple, la personne qui a planté le coton, eh bien, elle passe au suivant. Alors là, en l'occurrence, ce pull, je ne sais pas en quoi il est. Enfin, imaginons que, prenons la chemise, donc qui est en coton. Donc le planteur de coton, il a passé, d'abord il a reçu des gens qui vendent des machines pour planter les cotons, etc., des prix. Il a tenu une comptabilité et à partir de cette comptabilité, il a établi un prix de vente de la balle de coton. Qu'il donne à l'acteur suivant de la chaîne, qui va faire des fils en coton, et lui c'est pareil, il tient une comptabilité avec des salaires, des amortissements, des loyers, etc. Il va passer derrière le prix d'un fil de coton à des gens, etc. Et donc à l'arrivée, moi pour ma chemise, j'ai un prix, mais en fait ce prix, il intègre tout ce qui s'est passé à l'amont sur l'ensemble de la chaîne de valeur depuis les matières premières. Alors, si on voulait avoir un prix carbone pour ma chemise, il faudrait faire exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faudrait que le planteur de coton situé en Inde, aux États-Unis ou je ne sais pas où, il ait une comptabilité carbone intégrale, qu'il passerait cette comptabilité, enfin, où il passerait le contenu carbone de tout ce qu'il vend aux gens qui achètent son coton pour faire des fils, qui eux-mêmes passeraient le contenu carbone, etc. Donc, en fait, pour avoir le contenu carbone de tout produit disponible à la vente, il faudrait que toutes les entreprises dans le monde aient une comptabilité carbone. Alors, vous allez me dire, évidemment que ça n'existe pas. À ce moment, vous allez me dire, mais comment est-ce que Carbone 4 fait pour faire son métier alors que ça n'existe pas? Alors, la réponse est, on fait des approximations. Donc, dans le domaine de la comptabilité carbone, on passe son temps à faire des approximations. C'est pour ça que c'est des démarches qui sont individualisées à chaque fois, parce que le système n'existe pas en presse-bouton, avec toute entreprise dans le monde qui tiendrait en permanence sa comptabilité carbone, qui lui permettrait d'avoir en permanence le contenu carbone de absolument tout ce qu'elle fait, tout ça chaîné avec toutes les autres entreprises dans le monde, et les administrations, etc. Alors comme je pense que je mourrai sans qu'on voit ce système émerger de façon complète, je pense que ça va être très très difficile de faire émerger un étiquetage carbone qui soit un peu sensé sur les produits. Parce qu'aujourd'hui, dans les magasins, vous pouvez acheter, enfin, sauf les libraires, les pauvres, mais enfin, hors Covid, on peut acheter des centaines de milliers de produits différents dans les magasins. Et si on veut que cet étiquetage carbone serve à quelque chose, il faut bien évidemment que cette chemise, elle n'ait pas le même prix carbone, entre guillemets, qu'une chemise qui lui ressemble, qui est proposée juste à côté. Parce que sinon, ce n'est pas un élément de choix. Si je dis, bah voilà, je fais l'ACV d'une chemise en coton, de façon standard, et à ce moment, toutes les chemises en coton auront exactement le même poids carbone, vous comprenez bien que ça ne différencie absolument pas quelqu'un qui a fait du coton cultivé comme ceci et qui a tissé simplement avec des gens qui poussaient des rouets, versus quelqu'un d'autre qui a utilisé de l'électricité au charbon. Vous n'arrivez pas à les distinguer. Donc vous êtes obligé, si vous voulez vraiment distinguer chaque chemise, chaque pantalon, etc., vous êtes vraiment obligé d'avoir chaque entreprise dans le monde qui fasse sa comptabilité carbone.
Une blague que je fais souvent à ce propos est de dire que les entreprises deviendront sérieuses sur le carbone le jour où Carbone 4 fera la taille de 2 watts. C'est alors pas du tout notre ambition, c'est juste pour dire que c'est pour illustrer l'importance de la comptabilité monétaire dans la vie des entreprises. Tant que la comptabilité carbone ne sera pas importante à quelque chose qui, enfin, peut-être pas au même niveau, mais pas loin, quelque chose qui y ressemble, eh bien, il ne sera pas possible d'avoir un prix carbone ou un poids carbone individualisé par produit. Incidemment, ce que je viens de vous dire sur les produits manufacturés est également valable en ce qui concerne les produits financiers. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'empreinte carbone de l'épargne, c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui est établi avec des ratios, des approximations, etc. Donc, c'est beaucoup mieux que rien. Ça permet quand même de faire des vraies différenciations, y compris entre entreprises, mais ça reste quelque chose qui est moins précis que si chaque entreprise, encore une fois, tenait sa comptabilité carbone. Voilà. Donc pour avoir le Yuka du carbone, il faudra attendre d'en arriver là, ou il faudra attendre qu'un Bill Gates quelconque donne 30 milliards de dollars, parce que faut vraiment beaucoup d'argent, à des gens qui vont être capables de reconstituer ça en permanence pour l'ensemble des produits du monde, en faisant les calculs de leur côté. Mais dans le contexte actuel, encore une fois, on peut pas y arriver. Ce qu'on peut avoir, encore une fois, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure avec la part de chaque acte, enfin de chaque grande catégorie dans l'empreinte carbone et le fait que, bien évidemment, on sait différencier l'ordre de grandeur d'un kilo de bœuf par rapport à un kilo d'omelette, par rapport à un kilo de patates. Voilà, ça on sait. Mais entre le contenu carbone précis des patates qui sont disponibles chez un vendeur A au marché et chez un vendeur B au marché et chez un vendeur C au marché, bah, pour avoir ça, il faudrait que la totalité de l'économie fasse une comptabilité carbone. Voilà, c'est à ce degré de détail qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'arriver. Alors, après, qu'est-ce que j'avais vu d'autre comme question que je trouvais rigolote? Euh, Est-ce qu'il faut favoriser le chauffage au bois? Ben, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Tant que le bois est renouvelable, oui. Et il faut avoir un poêle qui ne fasse pas de particules fines. Donc, il faut avoir un poêle efficace. Sinon, ça fait une grosse cigarette. Poum, poum, poum. L'effet rebond. Ça, c'est une question intéressante, l'effet rebond. Comment est-ce qu'on limite l'effet rebond? Alors, en fait, la question, je la prends pour l'individu. Et alors, je la rapproche d'une autre question qui a été posée, que j'ai trouvée intéressante, qui est, bon, très bien, je gagne ce que je gagne, donc je vais me limiter sur mes achats, je vais me limiter sur la viande, je vais me limiter sur l'avion, etc. À l'arrivée, du coup, je vais me limiter sur mes dépenses. Donc, il me reste du pognon. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, c'est une très bonne question, parce que, et en fait, ça se rapproche de l'effet rebond. À partir du moment où vous avez une logique budgétaire pour votre dépense, que ce soit la dépense monétaire ou la dépense carbone, enfin quand je dis vous, moi, n'importe qui, hein, il est évident que si on arrive à se restreindre sur certains postes, mais qu'on continue à dépenser autant, on aura simplement reporté les émissions et la dépense sur d'autres postes dont on ne tenait pas compte avant. Il y a la seule bonne manière d'y arriver, c'est, alors je vais dire des choses horribles, hein. Une première, c'est d'accepter de gagner moins, comme ça on est sûr qu'on n'a pas le problème de la dépense. Une deuxième, c'est de faire comme Gainsbourg, c'est-à-dire de se mettre devant un écran de télé et de brûler les billets de 500 euros, ce qui revient à gagner moins. Après, on peut quand même essayer, comme je le disais tout à l'heure, d'utiliser cet argent pour des investissements de la transition. Ça, j'ai envie de dire que c'est quand même une solution qui paraît pas idiote. Ou on peut aussi, et alors ça, c'est quelque chose qui est une marge de manœuvre importante, accepter d'acheter moins et de payer plus cher. Et alors souvent, quand on achète moins et qu'on paye plus cher, on va se retrouver avec des produits dans lesquels la part de main-d'œuvre a augmenté. Je vous donne un exemple idiot qui est le vin, à boire avec modération. Eh bien, si vous achetez une bouteille de, entre guillemets, mauvais vin, enfin de vin pas terrible, vous allez avoir une bouteille qui a un contenu carbone plus faible que si vous achetez un grand vin. Donc un grand vin, il y aura plus de carbone par bouteille, mais il y aura moins de carbone par euro. Donc si vous avez un budget vin
que vous voulez dépenser dans l'année. D'accord? Dans l'année, ben voilà, je dépense 300 € de bouteilles de vin. Eh bien, vous avez intérêt à acheter des bouteilles de vin qui sont chères parce que vous allez avoir une empreinte carbone plus basse pour votre consommation de vin, sauf si derrière vous tamponnez la bagnole et vous la rachetez. Bon. Sinon, vous avez une empreinte carbone plus basse. Et ça revient à dire que vous allez acheter du vin dans lequel, par euro, il y a une part de main-d'œuvre qui est plus importante. Voilà, ça revient à dire ça. Donc c'est un point qui, alors ce que je viens de dire peut être reproduit dans certains secteurs, mais pas dans d'autres. Par exemple, si vous achetez un ordinateur plus cher, vous n'allez pas acheter un ordinateur avec moins de carbone par euro, vous allez acheter un ordinateur avec une empreinte carbone plus élevée. Donc ça ne marche pas à tous les coups, parce que le carbone par euro sera à peu près le même. Mais il y a des domaines dans lesquels ça marche. Ça marche également avec tout ce qui est, par exemple, confectionné main dans les vêtements, c'est beaucoup plus cher. Ça marche avec le fait que, par exemple, votre budget vêtements, si vous l'allouez non pas à remplacer les vêtements, mais à aller chez la couturière ou chez le couturier pour qu'on vous reprenne vos vêtements, enfin on les reprenne au sens où on vous les répare, à ce moment vous allez convertir un budget fabrication en un budget réparation, qui est toujours beaucoup moins chargé en carbone parce qu'il y a beaucoup plus de main-d'œuvre. Voilà, donc il y a des manières d'arbitrer sa dépense. Et la règle en général qui vous donnera le chemin vers la lumière, c'est la règle qui consiste à privilégier des produits dans lesquels il y a une part de main-d'œuvre plus importante. Voilà. C'est exactement pour la même raison que vous allez trouver pour certains produits agricoles des produits qui sont plus chers tout en étant de meilleure qualité au kilo, hein. Souvent, vous aurez une part de main-d'œuvre plus importante dans ces produits. Voilà. Donc, pour les produits, j'ai envie de dire, qui ont un prix au kilo, même ce qui peut concerner les vêtements, eh bien, vous vous rendrez compte que la règle que je viens d'évoquer est une règle qui souvent fonctionne bien. Quand vous avez des produits qui sont unitairement plus chers, vous allez par construction limiter votre budget et favoriser des produits dans lesquels la part de main-d'œuvre est plus importante. Alors, poum poum poum. Poum poum poum. Bon, tout ça, ça ne concerne pas l'action individuelle. Ah oui, non, ça ne concerne pas le. Ça, c'est pas individuel. Tout ça, ça ne concerne pas l'individuel. Donc, je vais revenir à l'individuel. Ah, acheter en Amazon ou dans un supermarché. Ça c'est une question confinement, ça. On pourrait penser que le fait d'acheter avec des gens qui vous livrent, ça a une empreinte carbone plus faible. En gros, si vous allez au supermarché ou plus encore à l'hypermarché, chacun prend sa voiture pour y aller, alors que si vous achetez des choses qui sont livrées chez vous, vous avez un seul camion qui fait la tournée de tout le monde. Alors, c'est vrai si ça marche bien. Sauf que en pratique, souvent ça marche pas bien parce que quand Amazon passe chez vous, eh bien vous n'êtes pas là, donc vous avez un avis qui vous est laissé dans votre boîte à lettres et après il faut que le livreur repasse. Donc en fait vous avez énormément de ratés dans la livraison à domicile qui fait que ça peut contribuer à augmenter l'empreinte carbone de ce mode de distribution. Après vous avez un deuxième effet, alors qui n'est pas directement lié au mode de distribution, mais qui est lié aux pratiques commerciales qui sont associées à ce type de distribution. Alors, c'est pas Amazon, c'est plutôt d'autres sites. Mais si vous allez dans un supermarché acheter 1 kilo de carottes ou même une paire de chaussures, si les chaussures ne vous vont pas, vous n'allez pas retourner au supermarché en disant finalement je les fais changer. Ça marche pas bien. Alors que vous avez plein de sites de commerce en ligne sur lesquels vous achetez les chaussures, elles ne vous vont pas, vous les renvoyez, vous en recommandez une deuxième paire, elles ne vous vont pas, vous les renvoyez, etc. Donc en fait, vous avez un effet rebond assez significatif sur la vente en ligne lié au fait que vous pouvez renvoyer le produit dont vous n'êtes pas content. En pratique, les modes d'achat sur les sites en ligne ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'ils sont dans un magasin physique.
La troisième chose, c'est qu'après, vous avez quand même beaucoup de supermarchés de plus en plus où les gens vont sans voiture, j'ai envie de dire. Vous avez des supermarchés et des surfaces commerciales qui se débrouillent pour être accessibles à pied ou en transport en commun. Et incidemment, c'est dans ces surfaces-là que ça résiste le mieux quand l'économie va pas bien. On avait il y a très très longtemps fait une analyse à Carbone 4 où on avait constaté que quand l'économie va pas bien, c'est les hypermarchés qui souffrent en premier parce qu'à ce moment-là, les gens restreignent leurs déplacements en voiture et donc il y a un certain nombre d'achats qu'ils font moins souvent et comme ils le font moins souvent, ils les font moins souvent. C'est-à-dire qu'ils n'en achètent pas plus au moment où ils achètent, juste ils en achètent moins souvent. Et vous remarquerez qu'au moment où l'économie s'est mise à souffrir, après la crise des subprimes, c'est les distributeurs qui étaient les plus investis dans les grands formats hypermarchés qui ont le plus souffert. Parce que c'est là que vous avez le plus de déplacements induits, en gros. Donc maintenant, entre le commerce physique et le commerce sur Amazon, je vous dis, j'ai pas fait les calculs de manière précise. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est ni l'un ni l'autre. Allez donc dans un endroit où vous pouvez aller à pied, si vous avez cette possibilité. Et si vraiment vous devez y aller en voiture, à ce moment, ça renvoie à la question précédente qui est essayer d'y aller en voiture électrique ou en voiture à plusieurs ou en vélo avec une carriole. Voilà. Euh, euh, Alors, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Ah, est-ce qu'il y a, il y a il y a la question de l'isolation des logements dans un monde qui se réchauffe de manière significative. Alors j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, je vais y revenir. Dans un monde qui se réchauffe de manière significative, il va se passer deux choses. D'abord, le besoin en chauffage va un peu baisser, pas tant, il va pas disparaître. C'est pas parce que le monde se réchauffe qu'on va arrêter d'avoir des hivers, en tout cas pas en France. Donc même si l'hiver il est quelques degrés plus chaud que l'hiver qu'on avait l'habitude d'avoir, eh ben, ça reste quand même inférieur à 20 degrés et donc il va quand même y avoir du chauffage. Mais à côté de ça, on va avoir des épisodes chauds de plus en plus fréquents et des épisodes même très chauds. Et donc, ça vaut le coup également de se poser la question de savoir s'il ne faut pas protéger les habitats contre le chaud. Alors, la réponse est évidemment oui. Il y a plusieurs manières de protéger les habitats contre le chaud. La première, alors, elle n'a rien à voir avec la performance thermique de l'enveloppe, elle consiste tout simplement à multiplier les surfaces blanches. Vous savez que l'habitat, par exemple, dans les endroits où il fait chaud, il est facilement blanc, y compris les toits. Alors aujourd'hui, on trouve ça très étonnant d'avoir des murs et des toits blancs, enfin les murs pas trop, mais des toits blancs. Mais peut-être que ça sera une des premières choses intelligentes à faire dans un monde qui va connaître de plus en plus d'épisodes chauds, et en particulier qui seront particulièrement durs à vivre en ville. La deuxième chose qu'on peut faire pour l'isolation contre le chaud, alors ça c'est une mesure qui est très urbaine, c'est de mettre des arbres, à supposer qu'ils aient toujours assez d'eau pour pousser, parce que les arbres ont un double effet qui se coule. Le premier, c'est qu'ils empêchent le rayonnement solaire de chauffer la surface urbaine, de chauffer le bitume. Et ils ont un deuxième effet qui se coule, qui est que l'évaporation d'eau qu'ils occasionnent, mais encore faut-il qu'il pleuve de temps en temps, permet de refroidir la surface parce que l'évaporation est une évacuation de chaleur, exactement comme la transpiration sur notre corps. Après, si on touche à l'enveloppe, bien évidemment, alors à ce moment, on va se retrouver avec les mêmes marges de manœuvre que pour l'isolation contre le froid, c'est-à-dire que par exemple, avoir un toit avec une très grosse épaisseur en laine de verre, ça permet d'isoler contre le froid l'hiver et ça permet d'isoler contre le chaud l'été. Voilà, vous allez avoir les deux, parce qu'à partir du moment où la conductivité thermique de l'enveloppe diminue, elle diminue dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur en hiver, mais elle diminue dans le sens de l'extérieur vers l'intérieur en été. C'est même motif, même punition. Il y a également des mesures qui peuvent être prises avec des auvents. Quand vous avez des fenêtres qui sont situées plein sud, c'est intéressant pour l'hiver, c'est moins intéressant pour l'été. À ce moment, on peut mettre des auvents, et les auvents, ça permet de masquer le soleil sur les ouvertures quand on est l'été,
et ça ne le gêne pas quand on est l'hiver. Voilà, donc ça peut faire également partie des marges de manœuvre qu'on peut appliquer. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on va devoir de plus en plus combiner les deux. Enfin, sur le vecteur de chauffage, vous avez aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la pompe à chaleur, vous avez des pompes à chaleur qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire du chaud l'hiver et du froid l'été. Et dans cette catégorie-là, la pompe à chaleur qui est particulièrement intéressante, c'est la pompe à chaleur géothermique. C'est-à-dire que l'hiver, elle va aller chercher les calories dans le sol et non pas dans l'air, hein, elle n'est pas aérothermique. Et l'été, elle remet les calories dans le sol, de telle sorte que vous avez un système de va-et-vient entre l'hiver et l'été. Et le stockage de chaleur dans le sol est un truc qui marche assez bien. Enfin, voilà, ça ne vous fait pas monter le sol de 30 degrés, hein, ça vous le fait monter de quelques degrés. Mais c'est quelque chose qui est raisonnablement efficace. Vous avez également en version hors clim ce qu'on appelle le puits canadien, c'est-à-dire une circulation d'air dans le sous-sol qui permet de pré-réchauffer l'air l'hiver et de le pré-refroidir l'été. Voilà, donc vous avez un certain nombre de... Mais ça, évidemment, ça marche bien dans la maison individuelle, ça ne marche pas dans l'habitat collectif. Donc oui, la réponse est il va falloir se préoccuper à partir de maintenant de façon importante de l'isolation contre le chaud. Est-ce que ça va permettre de réduire la consommation d'énergie? Si vous mettez une clim, oui. Si vous n'en mettez pas, non. Ça va simplement vous permettre j'ai envie de dire, de passer les périodes très chaudes dans des conditions un peu moins inconfortables. Sachant que les périodes trop chaudes n'auront pas comme inconvénient que de faire des canicules dans les villes, bien évidemment. Ça va également comment dire, nuire aux forêts, nuire aux cultures, nuire au débit des cours d'eau, voilà, tout un tas d'autres inconvénients. Mais enfin qui ne relèvent pas à ce stade de l'action individuelle. Mais sur la partie logement, oui, il va falloir s'occuper de ça. Je rappelle une chose que normalement beaucoup de gens qui regardent connaissent, c'est que comme le climat maintenant est parti pour dériver quoi qu'on fasse jusqu'à la fin des temps historiques, plus ou moins de façon plus ou moins importante, mais il va le faire de toute façon, eh bien il y a un certain nombre de modifications des logements qu'il faut faire, et le plus tôt on s'y met, et le mieux on se porte, quoi. Notamment, encore une fois, contre des conditions qui seront progressivement de plus en plus chaude. Parlons d'agriculture. Il y a un agriculteur qui me dit, en tant que futur jeune agriculteur, comment puis-je piloter l'impact carbone de mon exploitation? Quelles sont les meilleures stratégies à mettre en œuvre? Alors, il y a la question de l'agriculture et des émissions est une question très intéressante, parce que l'agriculture est un des rares secteurs économiques qui puisse à la fois émettre et séquestrer. Aujourd'hui, l'agriculture est essentiellement une source d'émissions. Alors à l'échelle planétaire, c'est une source d'émissions, d'abord à cause de la déforestation, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est un processus amont de la mise en culture de surfaces qui avant étaient couvertes par des forêts. Puis au moment des cultures, vous avez un certain nombre de pratiques qui conduisent à des émissions. D'abord, le labourage de la terre, dans les premières années ou décennies d'exploitation du champ, est également un processus qui conduit à des émissions, parce que ça oxyde, ça conduit le carbone qui est contenu dans le sol, sous forme d'humus, à être oxydé par l'oxygène de l'air, et donc à passer sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, vous avez évidemment l'énergie des engins, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la fabrication des engrais. Tout ça, alors c'est amont, mais ça y contribue. Mais une partie de ce processus, il peut être renversé. Et notamment dans le domaine agricole, il y a des pratiques aujourd'hui qui permettent de remettre du carbone dans le sol. Vous avez par exemple les pratiques qui sont dites sans labour. Donc à ce moment, vous ne labourez plus la terre, vous semez directement sur le couvert végétal qui sont des plantes qui ne vous intéressaient pas pour être mangées. Alors le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs qui font ça, ils utilisent un herbicide au moment où ils sèment pour tuer les cultures, enfin les plantes concurrentes. En gros, ils disent, les plantes concurrentes, moi j'ai pas envie de les voir, ce que je veux c'est qu'ils poussent du blé. Donc au moment où ils sèment le blé, sans labour évidemment, ce qui est bon pour le carbone, à ce moment, crac, ils passent un coup de glyphosate. Question, est-ce que c'est mieux que de labourer et de ne pas mettre de glyphosate? C'est une question difficile, pas évidente du tout, qui aujourd'hui bénéficie d'un traitement médiatique qui est un peu trop simpliste, comme beaucoup de questions compliquées. C'est pas évident, voilà, en tout cas c'est une question qui doit se regarder d'un peu près. Mais donc on peut faire de la culture sans labour. On peut encourager l'agroforesterie. L'agroforesterie consiste à refaire des haies et des arbres
qui sont conjoints ou mixtes ou contigus aux cultures. Alors ça aussi, ça remet du carbone dans le sol, parce que vous avez les racines des arbres et les racines des haies qui remettent du carbone dans le sol. Et par ailleurs, ça présente d'autres avantages, parce que les feuilles des arbres et les feuilles des haies peuvent servir d'amendement organique, hein, c'est comme la paille, c'est-à-dire que ça tombe sur le sol et puis après les vers de terre les bouffent et en font de l'humus. Éventuellement, dans les endroits où on commence à avoir des problèmes de trop d'insolation l'été, ben, ça fait un peu d'ombre. Et puis, ça permet également de mieux retenir l'eau, parce que l'eau ruisselle moins quand il y a des racines que quand il y a des sols nus. Enfin, voilà, donc il y a un certain nombre d'avantages à faire ce genre de choses. On a fait sauter les haies et les arbres dans les champs en France, tout simplement au moment où on a mécanisé les cultures, parce que ça permettait d'être plus efficace avec les passages de tracteurs. Si vous avez des parcelles de 5 hectares, c'est plus compliqué et que vous devez faire le tour à chaque fois de la parcelle avec le tracteur, bah, vous mettez plus de temps que s'il n'y a plus de haies et que vous avez une parcelle de 100 ou de 200 ou de 500 hectares. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait sauter les haies partout. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui considèrent que ce n'était pas une bonne idée d'avoir fait ça et qu'il faut revenir quelque part à un paysage qui ressemble plus à du bocage. Voilà. Le dernier intérêt de faire ce genre de choses, alors c'est pas directement carbone ça, mais c'est intéressant quand même, c'est que les haies peuvent servir d'habitat pour un certain nombre de bestioles qui ensuite se feront un plaisir d'aller bouffer les pucerons et les larves de papillons contre lesquelles les agriculteurs utilisent des insecticides. Donc voilà, donc ça, j'ai envie de dire le grand sujet carbone en ce qui concerne les exploitations, il est d'arriver à remettre du carbone dans les sols. Ensuite, vous avez un petit sujet, un autre sujet carbone qui est la partie émission de fabrication des engrais azotés. Donc là, ben, moins on en utilise et plus l'impact carbone de cette partie-là est faible. Dans les exploitations qui sont en polyculture élevage, typiquement, à ce moment, mais bon, en général, les agriculteurs le font, donc il n'y a pas besoin de leur dire. On utilise des déjections des animaux pour amender les sols, ce qui est quelque chose qui marche très bien. Sinon, il faut essayer d'utiliser le moins d'engrais azotés possible avec une fertilisation très optimisée, qui a plein d'avantages, on en achète moins et puis il y a moins de lessivage, voilà, etc. Et il y a également un impact carbone parce que à la fois les émanations des engrais quand ils sont appliqués et les émissions de fabrication des engrais, c'est de très loin le premier poste d'émission des cultures végétales. Voilà quelques éléments. Alors après, sinon, il y a un dernier point important, c'est que dans l'impact carbone indirect d'une exploitation, il y a bien évidemment tout ce qui se passe à l'aval. Aujourd'hui, on a fait dans les pays occidentaux une agriculture qui est extrêmement dépendante à l'aval du pétrole. Elle en est très dépendante à l'aval parce que l'essentiel des cultures sont destinées à être transformées chez des fabricants d'aliments pour animaux ou chez des fabricants d'aliments pour hommes. Toutes les céréales, personne ne va dans un blé, se met à quatre pattes et mange le blé. Hein. Même personne ne va dans un champ, acheter le blé et faire sa farine. Donc les champs de céréales ou les champs de protéagineux ou d'éléagineux, etc., servent essentiellement à être expédiés dans des usines dans lesquelles on va faire des aliments pour animaux, beaucoup, des aliments pour hommes, un peu moins. L'essentiel du maïs, enfin la totalité du maïs sert pour les animaux, une bonne partie du soja sert pour les animaux, une bonne partie du blé sert pour les animaux, la totalité de l'herbe sert pour les animaux, donc l'essentiel des cultures végétales, hein, c'est fait pour les animaux. Donc ça part dans des usines dans lesquelles on transforme, puis derrière on transporte jusqu'à des élevages où il y a beaucoup de stabulation hors sol, etc. Donc la dépendance de l'agriculture à l'aval au pétrole est aujourd'hui très importante. Un camion sur 3 en France transporte quelque chose qui se mange. Hein, donc c'est vraiment très important. Donc pour baisser le bilan carbone d'une exploitation, il y a un autre élément de réponse important qui est essayer d'avoir le maximum de cultures diversifiées et le maximum de produits qui sont directement consommables par les hommes. Donc si vous faites polyculture élevage avec maraîchage, fruits et dans l'élevage vous faites directement du yaourt, du fromage, etc., ou des jambons, eh bien vous serez à la fois plus résilient et plus bas carbone. Parce que vous aurez une zone de chalandise pour la vente de vos produits qui pourra être plus petite que si vous faites uniquement des produits qui seront derrière destinés à la transformation, voire à l'export. Voilà. Vous aurez une empreinte carbone qui est à ce moment beaucoup plus basse. Voilà. Donc il y a à la fois les pratiques culturales, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, et puis il y a le type de produits cultivés.
et dès lors qu'ils permettent d'avoir un système bouclé avec des boucles plus courtes, eh bien, c'est quelque chose qui permet globalement de faire baisser l'empreinte carbone. Alors, poum poum poum, ça on en a parlé, ça on en a parlé. Ah si, tiens, ça c'est une question pas inintéressante. Alors c'est lié à l'action individuelle, hein. Croyez-vous que dans une société où règne l'individualisme, les gens accepteront de sacrifier leur confort matériel pour préserver le bien-être des générations futures? Alors, tant que on ne voit la baisse de l'empreinte carbone que comme un sacrifice, la réponse est non. Sans hésiter une seconde, la réponse est non. Donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument que la baisse de cette empreinte, elle aille avec des co-bénéfices de court terme. Le co-bénéfice de court terme, il peut être de tout ordre. Il peut être qu'on s'insère dans un collectif où on trouve que c'est sympa. Il peut être qu'on se met à faire de l'exercice alors qu'on n'en faisait pas avant et qu'on trouve que c'est sympa. Il peut être qu'on diminue son budget et on se dit que c'est pas une mauvaise idée. Enfin voilà, il faut nécessairement un co-bénéfice de court terme pour que les gens acceptent de se mettre à ce genre d'exercice. Sinon, c'est évident qu'ils ne s'y mettent pas. Donc, ça dit au fond, ce que je suis en train de dire, que s'il n'y a pas un petit quelque chose d'égoïste qui est satisfait dans le fait de baisser son empreinte carbone, on ne s'y met pas. Voilà, c'est pas nécessairement très gênant de le dire. On a tous notre part d'égoïsme, hein. Mais c'est un point que je trouve intéressant. Important, pardon. Il y a un livre qui a fait couler un peu d'encre récemment, alors qui récemment a également fait l'objet d'une polémique, mais qui pour moi ne remet pas en cause ce que je m'apprête à dire, qui s'appelle Le bug humain, et dans lequel l'auteur fait remarquer qu'on a 5 pulsions fondamentales qui sont extrêmement fortes et qui très souvent pilotent nos actions rationnelles, qui sont le fait d'arriver à se nourrir, le fait d'arriver à se reproduire, le fait de monter dans la hiérarchie du groupe, euh, j'ai oublié les deux autres, le fait d'accumuler de l'information. Euh, voilà, donc, et il explique, et puis il y en a une cinquième que j'ai oubliée, et il explique que énormément de comportements sociaux, en fait, ont comme sous-jacent un des éléments que je viens d'évoquer. Eh bien, il faut arriver à faire en sorte que dans la baisse de l'empreinte carbone, on ait également une partie de ces éléments qui jouent. Alors, bien évidemment, manger le plus possible dans la baisse de l'empreinte carbone, ça va être compliqué. Par contre, séduire, ça peut arriver, parce que vous pouvez vous insérer dans une communauté où il y a des gens que vous avez envie de séduire, et à ce moment, ça devient un moyen de le faire. Monter dans la hiérarchie sociale, ça peut aussi être un moyen de le faire à partir du moment où il est bien vu de contribuer à alléger la souffrance collective. Et il y a quand même un certain nombre de périodes dans l'histoire où il était très très bien vu de faire ce genre de choses. Il y a des résistants qui ont risqué et perdu la vie pour ce genre de choses. Donc cette pulsion-là, qui est être bien considéré aux yeux des autres, et donc monter dans la hiérarchie sociale, c'est quelque chose qui peut être important. Il y a des gens qu'on peut attirer sur ce terrain-là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, là, chiche, même pas capable de passer 10 heures à te documenter sur le sujet, par attrait d'accumulation de l'information. Voilà, donc la réponse, elle est, tant qu'on considère qu'on n'a rien à y gagner, la réponse est non, les gens ne le feront pas. Mais il y a un certain nombre de cas de figure et un certain nombre de sujets sur lequel on peut tout à fait argumenter qu'on a quelque chose à y gagner, et à ce moment, l'équation se présente d'une façon très différente, puisqu'on en retire un bénéfice de court terme. Euh, Voilà, 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 voilà. Plouf, plouf, plouf. Ça, c'est pas de l'action individuelle. Ça, c'est pas de l'action individuelle. Ça, c'est pas de l'action individuelle. Et eh bien, je pense que nous ne sommes plus très loin de la fin. Qu'est-ce que je vois encore comme question qui a...
Non, bah, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions qui m'avaient été envoyées. Bon, allez, je vais prendre une question, pas individuelle, mais enfin, comme il y avait beaucoup de gens qui voulaient avoir, voilà, qui concerne la Chine, qui annonce sa neutralité carbone pour 2060 et le Japon pour 2050, et Biden qui le dit pour les États-Unis, et est-ce que ça va changer quelque chose? Euh, alors, la réponse est ça ne peut pas faire de mal, mais bien évidemment, ça ne donne aucune garantie. Parce que les représentants, ça se ramène quand même à l'action individuelle, les représentants élus dans les démocraties sont quand même, au fond, un reflet de ce qu'on appelle l'opinion, avec toutes les contradictions qui traversent cette dernière. Donc, le meilleur moyen, donc je vais quand même ramener ça à l'action individuelle, le meilleur moyen d'avoir des dirigeants qui commencent à se préoccuper sérieusement des problèmes, c'est qu'aux étages en dessous, il y ait un nombre croissant de gens qui, dans les actes, se préoccupent sérieusement des problèmes. Quand je dis un nombre croissant de gens dans les actes, bien évidemment, je vise les individus, mais je vise aussi les organisations d'individus. Donc les entreprises, les associations, des morceaux d'administration, des collectivités locales, etc. La déclaration du responsable politique, même sincère, ne résiste pas, jamais, à une volonté contraire de l'opinion en démocratie. Et alors je vais prendre un exemple très ciblé, qui est lié au carbone en l'occurrence, et que je vais prendre chez nos voisins allemands. Madame Angela Merkel, quand elle est arrivée au pouvoir en Allemagne, il se trouve que Madame Merkel est physicienne ou chimiste, je ne sais plus, et elle avait l'envie de renverser le plan Schröder, qui avait démarré quelques années avant, sur la sortie du nucléaire en Allemagne. Donc elle a fait voter une loi sur la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires allemandes. Là-dessus est arrivé Fukushima et Madame Merkel, toute pro-nucléaire qu'elle soit à titre personnel, a mis en œuvre une stratégie exactement inverse à celle qu'elle avait mise en œuvre juste avant, tout simplement parce que la pression de l'opinion lui commandait de faire ça et pas autre chose. Donc voilà un exemple dans lequel vous avez quelqu'un qui était parfaitement sincère en arrivant au pouvoir, qui avait très envie d'aller dans une direction. À ce stade, je ne dis même pas qu'elle est bonne ou mauvaise, ce n'est pas mon propos, et qui, sous la pression de l'opinion, a fait l'exact inverse de ce que cette personne avait considéré comme étant réellement pertinent pour son pays. Voilà, donc j'ai envie de ramener les déclarations qui ont été faites par les responsables japonais, chinois et américains à l'aune de cet exemple, c'est-à-dire que on verra bien ce qui va se passer à l'avenir, et en tout cas, le meilleur moyen pour qu'ils aillent dans la bonne direction, alors après je vais un tout petit peu préciser la bonne direction, mais pour qu'ils aillent dans la bonne direction, c'est qu'à l'étage en dessous, les gens qui constituent l'opinion, qui donc sont encore une fois soit les individus, soit les acteurs économiques, soit etc., en permanence poussent dans cette direction-là, à la fois par leurs actes et à la fois par leurs demandes, débarrasser des incohérences. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'à un moment, il faut se débarrasser des incohérences et que, ou bien on ne s'en rend pas compte, ce qui arrive dans un certain nombre de cas de figure, on ne se rend pas compte qu'on demande quelque chose et son contraire. Je ne sais pas si, par exemple, quand les Nations Unies disent il faut à la fois alléger la pauvreté, c'est-à-dire que les gens gagnent plus, et diminuer la pression sur l'environnement, ils demandent des choses qui sont malheureusement aujourd'hui antagonistes. Parce que si on veut que les gens consomment plus, bah, ma foi, ça augmente la pression sur l'environnement. On peut s'y prendre comme on veut. C'est très compliqué de marier les deux. Donc il peut y avoir de l'incohérence sans qu'on s'en rende compte, sincère, j'ai envie de dire. Il y a aussi de l'incohérence dont on se rend très bien compte, simplement on n'a pas trop envie d'en sortir. Et là, encore une fois, le meilleur moyen pour que les responsables politiques aillent dans la bonne direction, c'est qu'à l'étage en dessous, ça pousse dans le sens dans lequel on souhaite aller. Alors maintenant, un tout petit codicile sur la neutralité. La neutralité, comme vous le savez, c'est arriver à un stade où les puits équilibrent les sources. Dit autrement, les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité cessent d'être supérieures à la capacité d'absorption des puits.
Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que même à supposer que les puits puissent être augmentés, notamment via les pratiques agricoles, il faut quand même diviser les émissions planétaires par 4 à 5, il faut diviser les émissions françaises par 6 à 7, et ça veut dire en ordre de grandeur qu'on baisse les émissions de, allez, on va dire un Covid supplémentaire par an, 5% par an. Donc la neutralité, vous pouvez, c'est vraiment un scénario qui est de type et pour quelques Covid de plus. Donc ça veut dire que les émissions baissent à cette vitesse-là tous les ans. Et vous comprenez bien que c'est un scénario dans lequel on est en récession permanente, hein, aujourd'hui. C'est à peu près ça que ça veut dire. Donc, est-ce que M. Biden et le dirigeant chinois et le dirigeant japonais ont bien compris que la neutralité était pas loin d'être un scénario de récession permanente? Je n'en suis pas totalement persuadé. Si j'avais à prendre les paris, je suis même raisonnablement prêt à parier, alors peut-être pas toutes mes économies, mais enfin une petite partie quand même, que c'est pas du tout ça qu'ils ont en tête. Donc, tant qu'on n'aura pas... alors, ça va peut-être arriver quand même, hein, cette histoire-là. Ça finira même sûrement par arriver, puisque vous connaissez enfin, vous savez que les combustibles fossiles étaient étant en quantité finie. De toute façon, cette neutralité finira par arriver. Mais elle peut arriver dans très très longtemps. Et dans un état du monde qui sera pas sympathique du tout. Le deuxième codicile qu'il faut mettre à cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, dans les puits, vous avez notamment les forêts. Et dans un climat qui commence à dériver de manière importante, les forêts vont être attaquées, elles le sont déjà en France, et donc les puits pourraient très bien voir leur efficacité considérablement diminuer, ce qui à ce moment demanderait un effort encore plus important de réduction des émissions si on veut arriver à cette neutralité à laquelle, je le redis, on arrivera de toute façon un jour ou l'autre, de gré ou de force, parce que l'infini n'est pas de ce monde. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent présent en tête, c'est que quelque part, notre effort individuel et collectif va notamment être dimensionné à l'aune de ce que les puits seront capables de continuer à absorber ou absorberont en moins ou absorberont en plus à l'avenir. Donc tout ce que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant sur l'ampleur de l'effort est à moduler en fonction de la part de la séquestration que les puits seront capables de prendre en compte. Et ça, c'est de plus en plus une bouteille à l'encre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nombre croissant, malheureusement, de publications scientifiques qui sortent qui montrent que, pas complètement sûr, que les puits se portent extrêmement bien encore dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans ou dans 70 ans. 70, s'il y a des Belges. Donc c'est voilà, donc c'est un élément à garder en tête, et ça veut dire aussi que plus vite on réduit, et évidemment moins on court le risque que les puits deviennent très très affaiblis, ce qui veut dire en d'autres termes qu'une partie des forêts mondiales meurt. C'est ça que ça veut dire aussi. Voilà, donc ces dirigeants, qu'est-ce qu'il faut en penser? Bah, il faut en penser que, encore une fois, c'est mieux qu'ils disent ça plutôt que l'inverse, mais ça ne se traduira pas en actes si derrière on n'est pas là à pousser, à la fois par le discours et par l'exemple. Voilà, eh bien, écoutez, il est l'heure de passer à table pour ceux qui sont à l'heure française et qui avaient l'intention de se remplir un tout petit peu l'estomac. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette petite causerie au coin du Covid. Et puis j'espère que ça vous a intéressé, été utile. Voilà, et je lirai à tête reposée toutes les protestations qui ont défilé sur la gauche de mon écran et que je n'ai pas eu le temps de regarder en direct. Voilà, merci beaucoup à tous. Bon courage pour la suite qui s'annonce et à une prochaine fois. Au revoir.